Bonsoir à tous sur Comweb TV ce soir. Comme tous les mardis soirs à 18h30, à 19h30, on retrouve effectivement les sujets de l'actualité qui sur la partie énergie et transition énergétique. Alors ce soir, on reçoit le directeur général des services de la CRE, Dominique Jam. Donc la CRE est l'autorité administrative indépendante en charge de la régulation des marchés d'énergie en France. Et Dominique a passé 20 ans à la CRE, donc il a connu 20 ans de beaucoup de choses, effectivement. Il y a 20 ans, il y avait l'énergie était très différente d'aujourd'hui, donc on va en discuter avec lui ce soir. Donc, on a prévu un ensemble de questions, comme toujours, pour Dominique, avec des questions que vous m'avez envoyées au préalable via les réseaux sociaux. Donc, on va parler effectivement l'objectif de la régulation, c'est quoi? Comment effectivement la CRE au niveau de son indépendance, comment ça se fonctionne, la place du citoyen. Et puis, la place du réseau dans le futur système énergétique, voir un petit peu comment ça va se mettre en place. Mais dans un premier temps, je vais laisser donc Dominique se présenter brièvement en 3-4 minutes. Et ensuite, je laisserai présenter aussi la CRE, effectivement, un petit peu comment ça fonctionne pour les gens qui n'ont pas la chance de connaître cet établissement. Merci beaucoup Grégory, merci vraiment de l'invitation. Désolé pour ceux qui étaient là il y a un mois pour le loupé technique. Là, je suis au bureau, ça va marcher. Dominique Jam, je suis là depuis 20 ans, Grégory l'a dit, c'était complètement différent. La CRE a été créée en 2001, donc j'étais en 2000, pardon, j'étais le 22e recruté à la CRE la régulation d'énergie m'a passionné. Voilà, du coup, j'ai fait du réseau, j'ai fait 7 postes à la CRE. J'ai fait des réseaux, du gaz, de l'électricité, j'ai bougé, puis voilà, aujourd'hui, je suis directeur général, donc je connais un peu la maison et un peu les marchés, évidemment. Mais c'est quoi la CRE finalement? La CRE, c'est une autorité administrative indépendante. C'est important. Les principes, impartialité, transparence, indépendance vis-à-vis de qui? Des acteurs du secteur et du gouvernement. On est indépendant, on n'est pas isolé. Toute décision qu'on prend, c'est avec la concertation. Ça, c'est important. C'est vraiment, c'est pas un slogan, c'est un mode de fonctionnement. On est contrôlé par le Parlement, par la Cour des comptes, évidemment. 150 personnes dans la CRE. Qu'est-ce qu'on fait? Notre mission de base, c'est la loi qui l'a définie. On veille au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz au bénéfice des consommateurs. Donc ça, c'est en fait tout ce qu'on fait, c'est le bénéfice des consommateurs. Alors les consommateurs, c'est pas seulement les particuliers, c'est aussi les entreprises. C'est pas seulement à court terme, c'est aussi à moyen terme et à long terme, évidemment. Et puis c'est pas forcément le prix, c'est aussi la qualité de service et la sécurité d'approvisionnement. Donc les consommateurs, c'est pas une vision simplement de que le prochain tarif soit le moins cher possible. C'est plus large que ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On définit les règles de fonctionnement des marchés, ça c'est important. On communique, on suit l'ouverture des marchés, on travaille sur des sujets plus techniques, sur évidemment les tarifs réglementés de vente. Et on surveille aussi les marchés de gros, ça c'est important. On surveille les marchés parce que qui dit marché dit concurrence, dit possibles abus, il ne faut pas non plus se voiler la face. Et donc, on est là pour cette surveillance. Ça, c'est le premier pan. Deuxième pan, on régule les réseaux. Ça, c'est important. Vous avez tous en tête, les réseaux sont des monopoles naturels. Transport, distribution, électricité, gaz, et donc ils doivent être régulés, et donc on les régule, on fixe leurs tarifs, et on s'assure de leur indépendance, on regarde leurs investissements, et on s'assure qu'ils assurent une qualité de service, un accès au réseau, pour les consommateurs comme pour les fournisseurs, de bonne qualité. Donc voilà, on organise le fonctionnement des marchés, on les surveille, on régule les réseaux, et troisième part de notre activité, on contribue à la transition énergétique. Là, on est en soutien d'une politique énergétique qui est celle du gouvernement. On ne fait pas la politique énergétique. On soutient le gouvernement. Donc, par exemple, on instruit les appels d'offres des énergies renouvelables. Mais les cahiers des charges sont fixés par le gouvernement. Et les grands objectifs stratégiques, c'est le gouvernement qui les fixe. Donc, mais chaque appel d'offres, c'est à chaque fois des centaines de dossiers. Donc, on fait le dépouillement. Donc, ça nous permet d'avoir aussi une bonne compétence et de bien comprendre. Donc, on est en mesure aussi, évidemment, de donner des conseils, des recommandations au gouvernement. Mais c'est lui qui décide. Et puis, sur la transition énergétique, dernier point, on fait aussi le calcul des charges de service public. Tout ça coûte un peu d'argent, de moins en moins cher parce que les renouvelables sont de plus en plus compétitifs, mais il y a tout un tas de contrats et donc on fait les calculs chaque année pour le budget de l'État de combien ça va coûter l'année prochaine au budget de l'État. Voilà, je ne veux pas être plus long que ça, mais c'est tout ce qu'on fait. Donc, D'accord, ok, c'est tout ce qu'on fait, c'est déjà beaucoup, c'est très 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 large et très vaste. Donc on va effectivement rentrer dans tous ces sujets-là. Effectivement, je voudrais commencer par un petit peu ouvrir, parce que l'énergie, les gens connaissent moins bien que les télécoms, parce que les télécoms, c'est plus ancien, la concurrence, on a tous vu un petit peu l'arrivée de Free, avec le changement, avec le rôle de l'Arceps, qui a permis effectivement de... Alors, attendez, il y a l'écho, je vais couper le micro de Dominique. Voilà.
Donc, il y a l'Arcep qui a permis effectivement de réguler la partie télécom. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai discuté avec des gens qui étaient de chez Orange qui disaient qu'en France, le prix du téléphone mobile, l'abonnement full data et full voix est le moins cher du monde. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il y a une régulation qui a permis effectivement de faire émerger des concurrents comme Free qui ont pu effectivement, dans tous les pays du monde, le Free, l'abonnement est à 70 €, je crois, le forfait full data, full voix, alors qu'en France, il est quand même bien moins cher. Donc, et tous les concurrents se sont adaptés, parce qu'on ne voit pas ça, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui baisse et tous les autres sont obligés de baisser pour continuer d'exister. Donc, c'est des choses qui sont parfois invisibles aux consommateurs, mais pourtant, on voit bien effectivement l'importance de la régulation dans ces sujets-là. Et donc, du coup, l'idée, c'est effectivement la régulation et des fois agit de manière invisible. Les consommateurs n'en ont pas forcément conscience, et pourtant, l'influence est importante et permet effectivement de pouvoir, ce que vous avez dit tout à l'heure, de pouvoir permettre aux Français d'avoir un meilleur pouvoir d'achat. Mais effectivement, chaque choix, il n'y a pas de choix. On ne rase pas gratis. Il y a toujours des contreparties, effectivement, dans le monde des télécoms. Effectivement, on a baissé les prix, mais du coup, après, les opérateurs disent oui, mais le prix est tellement bas que nous, on n'a plus d'argent pour investir. Et donc, le régulateur est là, oui, mais effectivement, d'un côté, le pouvoir d'achat des Français, de l'autre, l'argent pour les opérateurs qui puissent investir, parce que si l'argent est bas, et donc du coup, on imagine bien, à travers cette histoire des télécoms, que vous devez vous poser ce genre de questions. Donc, si vous deviez choisir, parce qu'effectivement, c'est toujours, vous avez plein de missions, mais quand vous avez une question si vous deviez classer dans l'ordre vos priorités, c'est difficile, mais c'est juste comme ça, par rapport à votre boussole habituelle, entre améliorer le pouvoir d'achat des Français d'un côté, rendre le système français robuste aux crises, parce qu'on voit bien qu'on est quand même dans des périodes assez incertaines avec des changements assez brutaux. Donc, du coup, votre mission aussi, c'est de dire, OK, vendre pas cher, mais il faut que ça tienne. Il faut que les hôpitaux tiennent, et voilà, il faut que les entreprises tiennent, les écoles tiennent, et que tout le monde tienne. Donc, il y a une notion de robustesse. Il y a l'impact CO2 qui arrive. Et après, il y a un quatrième axe qui nous semble important aussi, c'est préparer le futur. Parce qu'on voit bien que dans le monde de l'énergie, c'est en train d'évoluer, et la régulation a un jeu très important à jouer, parce que c'est elle qui va sculpter ce marché et qui va créer des conditions favorables pour l'émergence de nouveaux modèles économiques qui, demain, on pourra exporter. Effectivement, donc, du coup, par rapport à toutes ces priorités, laquelle vous mettriez en priorité 1 ou dans l'ordre, est-ce que vous avez, ou alors c'est compliqué pour vous d'arbitrer? Bon, c'est compliqué et ça dépend des dossiers. Les quatre critères sont toujours là, mais dans certains dossiers, il y en a d'autres qui sont plus prégnants que d'autres. Certains sont plus prégnants que d'autres. Non, moi je dirais que le principal facteur, c'est quand même préparer l'avenir. L'énergie, c'est un secteur du temps long. Une centrale, même si c'est du photovoltaïque, c'est 25 ans minimum, 30 ans. Je ne parle pas du nucléaire. Des réseaux, ça s'amortit sur 50 ans et c'est des milliards d'euros chaque année d'investissement. Donc, il faut pas insulter l'avenir, il faut jamais obérer l'avenir. Et donc, un de nos éléments majeurs, c'est vraiment donner de la visibilité aux acteurs. Essayer de dire à l'avance ce qu'on va faire, s'y tenir, être régulier. Par exemple, le tarif réseau, c'est tous les 4 ans. Et prépare 2 ans avant, c'est-à-dire que les transformations des prochains tarifs sont déjà concertées, consultées 18 mois avant, 1 an avant. Et donc, les gens n'ont pas de surprise au moment où le tarif sort. Et voilà. Et donc, quand ça change, c'est un peu comme la Banque centrale, je ne sais pas, on prévient à l'avance qu'attention, les conditions changent, telle ou telle évolution va se faire. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'argent, c'est pas de l'argent magique, c'est des milliards d'euros qui sont investis par des secteurs. Et donc, il faut que les gens sachent à peu près à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, ça, c'est vraiment très important. Après, en qualité de service, qualité d'alimentation, oui, il faut investir, il faut des personnes dans les réseaux, il faut des services clients, il faut beaucoup de choses. Et bien sûr, il y a toujours l'équilibre avec le pouvoir d'achat et les prochains tarifs dans lesquels on souhaiterait qu'il n'y ait pas de hausse forte. Mais voilà, c'est l'équilibre à trouver. Mais la logique, c'est ne pas faire d'à-coup à court terme, ne pas prendre de décisions à court terme pour satisfaire telle ou telle priorité qui après va pénaliser l'avenir d'une façon ou d'une autre. D'accord, très bien, merci. Ok, c'est très clair, merci Dominique. Deuxième question qui est liée à l'actualité. On a appris ce matin effectivement que CVE avait mis en place, donc CVE annonce que c'est un des premiers parcs solaires qui est mis sans aide de l'État. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un parc qui est installé en forme de PPA corporate, c'est-à-dire qu'il y a 6,5 mégas de solaire qui ont été installés avec énergie partagée. Et l'énergie il y a eu un PPA entre CVE, énergie partagée et Enercop. Enercop s'est engagé à acheter pendant 30 ans effectivement 100% de l'énergie qui sera produite par ce parc solaire. Donc c'est intéressant de voir
Vous, au bout de 20 ans, effectivement, vous avez aidé ce marché à se maturer. Vous avez aidé à mettre en place des aides, des mécanismes pour que, effectivement, vous disiez tout à l'heure que les énergies renouvelables sont de plus en plus rentables, donc de plus en plus arrivent à l'âge de l'efficacité et de la rentabilité. Et donc, aujourd'hui, on apprend qu'effectivement, ce parc-là a été construit sans aucune aide de l'État. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? Est-ce que c'est un point positif? Est-ce que c'est un signe encourageant? Des points de vigilance, peut-être? Non, mais c'est que du positif. Alors, je ne sais pas s'il a été construit ou si c'est une annonce qui va être construite. Là, j'avoue que là, j'ai raté l'annonce de ce matin, mais ce n'est pas le premier. Hein. Il y en a quelques-uns, quand même depuis quelques mois, on a pas mal pas un grand nombre, mais quelques PPA photovoltaïques. On a aussi des contrats de sortie d'éoliennes, de contrats d'achat qui étaient de 15 ans. Ils arrivent au bout des 15 ans et ils peuvent poursuivre souvent pour 3-5 ans parce que les éoliennes tournent. Et il y a aussi ces contrats-là qui sont hors soutien public. Donc, pour moi, c'est que du positif. Je n'arrive pas à voir le point négatif qu'il pourrait y avoir. On développe du renouvelable. Ça veut dire qu'on contribue à atteindre les objectifs de la PPE. Vous savez tous que le gouvernement français, c'est une politique de développement très fort des renouvelables avec la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui fixe des ambitions très fortes d'ici 2028, mais avec du soutien public, forcément, parce que tout n'est pas aussi rentable que ce type de projet-là. Donc, tout projet qui peut se faire sans soutien public, on coche la croix, ça contribue à l'objectif de l'État, et on coche la croix, ça ne coûte rien aux finances publiques, donc c'est parfait. Donc, tout ne peut pas être fait comme ça, on ne se fait pas d'illusions, mais plus il s'en développe, et mieux c'est. Ok, très bien. Merci pour ce retour. Donc, ensuite, deuxième série de questions autour de l'indépendance de la CRE. Comment vous faites pour effectivement, parce que j'imagine que vous devez subir des pressions, des lobbies, aussi bien du monde des énergies renouvelables que des acteurs historiques. Comment ça se passe? Est-ce que vous recevez tous les syndicats? Comment ça se passe en fait quand vous êtes sur un sujet très, très, très sensible? Vous pouvez prendre un exemple si vous voulez. Comment ça se passe? Comment se passe la concertation? Est-ce qu'il y a un processus? Est-ce que vous avez des règles, des principes pour que effectivement tout le monde soit entendu? Effectivement, vous avez dit tout à l'heure que c'est pas vous qui faites les lois, c'est le gouvernement qui fait les lois. Vous essayez de les appliquer avec le maximum d'intelligence possible et en maximum de concertation. Mais comment ça se passe effectivement quand ça bataille sur l'arène, quand ça bataille sur des sujets un peu chauds, où effectivement chacun vient vous voir sincèrement avec des arguments très très forts? Comment vous faites pour effectivement arriver à faire la pédagogie et trouver la bonne décision qui puisse effectivement être le bon compromis? Alors, c'est vraiment un point important. Hein. Donc, le premier point, c'est effectivement, il y a un cadre juridique et réglementaire qui est là, qui est parfois très pesant, parfois un peu trop. On voudrait avoir un peu plus de liberté que ce qu'on a, mais bien évidemment, le premier point, c'est qu'on le respecte. Qu'il soit européen ou français, on le respecte. Et donc, nos décisions sont attaquées. Toutes nos décisions peuvent l'être. Certaines ne le sont, pas toutes, heureusement. Franchement, ces dernières années, depuis 3-4 ans, on a gagné tous nos contentieux. C'est pas pour se vanter, c'est comme ça, et contre des gens très puissants et très puissants. Oui. Voilà. Et donc, on va dire qu'on n'est pas non plus frileux et on ne bouge pas, mais on prend des décisions, on assume, mais derrière, on a la sécurité juridique qui va bien parce que les juges nous ont donné raison. Donc, on a le droit de perdre un contentieux, hein, mais donc ça, c'est important. Cadre réglementaire, c'est important. Mais après, sur l'indépendance et nos process, c'est compliqué à comprendre. Donc, évidemment, on n'est pas dans le privé, on n'est pas actionnaire, etc. Donc, ça, c'est évident, on est là pour l'intérêt général. Mais, et c'est un peu compliqué à comprendre, on est indépendant du gouvernement. Ça, c'est important. Alors, c'est un budget public, hein, donc le gouvernement, le Parlement, en l'occurrence, c'est lui qui nous fixe notre budget annuel. Donc, c'est la limite de l'indépendance. Et on lui rend compte, on fait un rapport annuel, le président va présenter le rapport annuel devant le Parlement chaque année, et à la Cour des comptes, il regarde ce qu'on fait. Mais au-delà de ça, on est indépendant, et le président de la CRE, ou toute personne de la CRE, n'a pas à recevoir d'instructions du gouvernement. C'est un point important, on se mettrait en faute par rapport à la loi si on le faisait. Ça, tout ça, c'est des textes, mais sur la pratique, il y a des garanties formelles. Le président, les membres du collège, c'est un collège de 4 commissaires, un président, donc 5 commissaires, qui prend toutes les décisions de la CRE. Moi, je suis directeur général, je présente les décisions au collège, c'est lui qui décide. Je dois le convaincre qu'on a fait bien, et puis il peut modifier ce que je lui propose. Voilà. Donc, déjà, ils sont 5, ce n'est pas une personne qui décide toute seule, ce n'est pas un président tout seul, c'est collégial. Chaque membre du collège est là pour un mandat de 6 ans, non renouvelable. Et il a des contraintes fortes en termes de d'où il vient et ce qu'il peut faire après la CRE. Pour faire simple, il ne va pas aller après la CRE ni chez EDF, ni chez Total, ni chez Enercop, ni chez qui que ce soit du secteur.
Bon, d'ailleurs, ça pose un problème parce qu'il faut qu'ils se reconvertissent quelque part, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, il y a vraiment des garanties formelles très importantes en termes d'indépendance. Et après, on est indépendant, mais on n'est pas dans le tour d'ivoire, ça c'est important, à décider seul sur des sujets qui sont très importants. Hein, quand on a des responsabilités sur les réseaux d'électricité, par exemple, d'un pays comme la France, 65 millions d'habitants, enfin 7e puissance du monde, c'est très important. Donc, on ne fait pas ça tout seul. D'autant qu'on n'a pas de légitimité, on n'est pas élu, on n'a pas d'actionnaire. Donc, c'est vraiment important. Donc, on concerte. C'est vraiment le point majeur. Toute décision importante est prise après concertation. Alors, il y a des process formels. Il y a des auditions devant le collège. Il y a avant des groupes de travail techniques dans lesquels on invite l'ensemble des acteurs concernés à venir faire des ateliers de travail. Et puis, il y a les process en plus formels, les consultations publiques, où avant toute décision, et sur le TURP, le réseau d'électricité, le tarif de réseau d'électricité, il y a eu 5 consultations étalées sur 18 mois. Parce qu'on travaille sur le niveau, la rémunération des actifs, les questions de structure, il y avait un tarif d'injection avec lequel on avait réfléchi, etc. etc. Donc là, c'est public et c'est pas formel, c'est-à-dire qu'on essaie le plus possible vraiment de tenir compte de ce qu'il y a dedans, de faire des consultations accessibles. C'est technique, hein, notamment un de nos, pour l'instant, points faibles, les associations de consommateurs répondent très peu à nos consultations. C'est trop technique pour elles, même UFC Que Choisir, qui est quand même assez costaud sur le secteur, ils ont du mal parce que voilà, il y a un certain niveau de technicité. Mais en tout cas, les acteurs qui répondent, il y en a beaucoup. Ce qu'on fait ensuite dans nos décisions, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, hein, il y a trop d'intérêts partagés, on fait des arbitrages, mais quand quelqu'un nous a demandé quelque chose avec un argument, parce que évidemment, les gens qui répondent « je veux ça parce que je veux gagner plus d'argent ou je veux payer moins », ça nous intéresse moyennement parce que tout le monde veut faire ça. Donc, il faut un argument derrière, mais les gens qui ont des arguments derrière, on va les prendre en compte dans la façon dont c'est écrit et rédigé. Tels acteurs ont demandé que ça pour telle et telle raison, on considère que tel autre argument est plus fort et donc on a pris cette décision-là. Et donc, voilà, on essaie de donner aux gens la garantie que leur point de vue a été entendu, pris en compte, même s'il n'est pas, c'est pas forcément le sens dans lequel on décide. Voilà. Donc, des garanties formelles et une pratique de concertation. D'accord, très bien. Merci Dominique. Par rapport à ça, par rapport à votre travail, quelle est l'influence de l'Europe? Est-ce que c'est dans votre travail de tous les jours, effectivement, il y a des cadres, il y a des régulations européennes qui arrivent, et du coup, ça représente une grosse partie de votre travail ou une partie mineure pour l'instant, qui augmente, qui baisse? Dites-moi comment vous jonglez entre la réglementation française et européenne à peu près. C'est un cadre absolument majeur. C'est complètement de vue dans le débat public aujourd'hui, mais par exemple, le marché de l'électricité, il est totalement européen. On est très fortement interconnectés, hein, des interconnexions, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., Luxembourg. Et puis pour des quantités importantes. Donc ça, c'est le système physique, et tout ça est maillé dans toute l'Europe. Hein, donc on a vu, pour ceux qui ont suivi il y a quelques mois, il y a eu un incident dans un coin de la Croatie. Ben voilà, ça se répercute vite parce que la fréquence, il faut vraiment qu'elle ne baisse pas, et si elle baisse en Croatie, elle baisse aussi en France. Et donc ça, c'est la partie physique qui fait qu'on est interconnecté. Ça nous permet, vous savez, d'exporter, c'est-à-dire que la France est globalement exportatrice parce qu'on a beaucoup notamment de bases grâce au nucléaire. Donc, mais par contre, en pointe, on est plutôt déficitaire. Donc, à chaque fois qu'il y a des pointes, on va importer. Donc, c'est tout un système de codépendance, mais aussi d'efficacité économique, puisque quand on exporte du nucléaire, c'est pas pour faire du nucléaire, mais du nucléaire et du renouvelable, on exporte du non-CO2 et ça remplace, notamment en Allemagne, mais ailleurs, souvent du gaz et du charbon. Donc, on contribue aussi au bilan CO2 européen par ces choses-là. Et inversement, on a besoin de nos voisins européens dans certaines circonstances. Donc ça, c'est important. Mais l'aspect physique. Après, il y a l'aspect réglementaire, l'aspect modèle de fonctionnement du système. Et là, c'est très européen aussi. Une grande partie des règles sont européennes, de plus en plus. Tout ce qui est le fonctionnement de notre transport est européen et par nature, et même de plus en plus sur la distribution. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, la distribution était en dehors des radars un peu européens. Là, avec le dernier paquet énergie propre pour tous les Européens, ça rentre dedans parce que c'est quoi l'avenir du système électrique? C'est de plus en plus de production décentralisée. Et donc, les distributeurs, ils ont un rôle très important pour accueillir ces nouvelles ressources. Et puis ensuite, il faut que ces ressources puissent être utilisées au niveau du système européen. Donc, par exemple, les véhicules électriques, la mobilité électrique, on voit bien que ça va se raccorder au réseau de distribution.
Avec les besoins de flexibilité qu'il va y avoir, le véhicule to grid, par exemple, les batteries dans les voitures vont être de plus en plus une ressource très importante pour permettre d'équilibrer le réseau, parce qu'on sait que plus il y a de renouvelables intermittents, plus il y a de besoins de flexibilité. Et donc ça veut dire que les distributeurs, leur rôle change. Voilà, au niveau européen, dans le nouveau paquet qui est en train d'être mis en œuvre, c'est pris en compte, et donc il y a des réglementations qui, derrière, après, doivent s'appliquer en France. Vous savez que le droit européen prime sur le droit français. D'accord, ok. Donc du coup, effectivement, donc vous passez votre temps effectivement à regarder ces régulations qui arrivent au niveau européen et de voir comment elles sont implémentées en France. Par exemple, juste pour prendre un exemple, pour que ce soit un peu plus concret pour nos auditeurs, il y a eu des lois sur tout ce qui est autoconsommation collective, qui est une loi compliquée, qui est un petit peu, qui est assez lourde, je pense, hein, qui a été votée, je crois, par une régulation, qui a été aussi votée en France par nos députés. Alors, comment ça se passe? Après, vous présentez plusieurs scénarios à votre comité, et après, comment ça se passe à la prise de décision autour de ces sujets-là, par exemple? Alors, on prend un exemple, hein, parce que c'est vrai que voilà, c'est-à-dire qu'il y a une répartition des pouvoirs et des missions, bien évidemment, entre le Parlement et le gouvernement, mais le gouvernement, c'est aussi la DGEC, hein, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Ouais. Donc, on essaie de ne pas se marcher sur les pieds. Donc, sur ces textes sur autoconsommation collective ou individuelle, notre rôle sur les textes, c'est de donner un avis. C'est-à-dire que quand le gouvernement prend un décret, pas sur la loi, évidemment, c'est le Parlement qui la vote, mais derrière, il y a toujours des décrets d'application ou des arrêtés. Bien sûr. La plupart du temps, comme c'est des choses qui nous concernent, le gouvernement, le gouvernement prépare un décret et donc nous le donne pour avis. On rend une délibération, on rend un avis, et ensuite le gouvernement prend en compte notre avis ou pas, il est libre de le prendre en compte ou pas, et il publie le décret avec notre avis qui est publié. Comme ça, l'avis est publié. Et voilà, les gens savent si la CRE était d'accord, pas d'accord avec telle ou telle chose. Donc là, sur ces textes, notre rôle se limite à ça. D'accord. Après, il y a ce qu'on fait avec les tarifs de réseau. Parce que qui dit autonomie collective dit potentiellement des effets sur les réseaux. Si localement, vous arrivez à optimiser les choses et qu'une production locale match très bien, mais heure par heure ou demi-heure par demi-heure avec la consommation locale, vous allez moins utiliser le réseau. Donc la loi a prévu que la CRE prépare un tarif de réseau spécial pour l'autoconsommation. Et donc c'est ce qu'on a fait sur l'Auturpe 5, on vient de refaire sur l'Auturpe 6, dont la CRE a pris sa décision en janvier 2021, c'est récent, et s'appliquera à partir d'août 2021. Donc on a un nouveau tarif autoconsommation collective. Qui sera plus favorable, parce que c'est vrai que pour l'instant, le tarif qui a été mis en place, je ne suis pas compétent pour savoir si c'est un bon ou un mauvais tarif, c'est vous qui êtes plus compétent que moi, mais dans les faits, cette loi a 3 ans et il n'y a quasiment pas de projet d'autoconsommation collective, ou alors les peu qui existent, qui sont financés par des subventions liées à des collectivités territoriales qui financent, parce qu'il n'y a pas de modèle économique qui tourne. Est-ce que, alors je comprends effectivement ce que vous dites, effectivement, que les gens en autoconsommation collective, ils contribuent moins au réseau, et donc il faut bien que quelqu'un contribue au réseau, donc c'est là que c'est un petit peu compliqué de mettre le curseur au bon endroit pour qu'on finance des réseaux, mais qu'on puisse aussi inciter les gens à créer une solidarité locale. Donc du coup, comment vous voyez les choses par rapport à cette autoconsommation collective? Est-ce que la nouvelle TURPE, que je ne connais pas, que vous avez délibéré en janvier, va vers un modèle économique qui puisse tourner, ou on est toujours sur quelque chose d'assez compliqué autour de l'autoconsommation collective? Alors là, nous, on est neutre par rapport à ça. Ça, il faut dire qu'on n'a absolument pas, j'imagine bien, ouais, ni le pouvoir au titre de la loi, mais ni la légitimité de dire, nous, on va favoriser l'autoconsommation collective, parce que c'est malgré tout, c'est un jeu à somme nulle. Alors à long terme, non, mais à court terme, c'est somme nulle. Il faut donner de l'argent à Enedis RTE pour qu'ils financent un réseau. Non, mais c'est le curseur. Voilà. C'est le curseur. Ouais. Et donc, notre boussole, ce sont les coûts de réseau. Ouais. Chaque personne, qu'elle soit individuelle, collective, ou une entreprise, ou un particulier, quand on soutire du réseau, et quand on injecte aussi, mais quand on soutire pendant un comportement de consommation, on utilise le réseau. On contribue quelque part, notamment quand on est présent à la pointe, on contribue au dimensionnement du réseau. On est petit, mais petit plus petit plus petit, à un moment donné, il faut reconstruire un nouveau réseau, il faut renforcer le réseau. Et c'est là qu'il y a des coûts importants. Donc, c'est notre boussole. Et donc, l'autoconsommation collective, il y a un tarif qui reflète ça. Et donc, si dans une même boucle locale de réseau, vous avez la production qui est là, mais pas de produire à 14 heures et de consommer à 19 heures. Vous savez bien que l'électricité, ça ne marche pas comme ça. Oui, bien sûr. Si vous produisez à 14 heures, parce que c'est souvent du photovoltaïque, après c'est des batteries, c'est autre chose, et que localement la consommation est là,
pas forcément 100%, mais à 20, 30, 50, 60%, ben, vous n'utilisez pas le réseau amont. Vous n'utilisez que votre réseau local. Donc, c'est ça qu'on prend en compte. Donc, le tarif qu'on fait, il prend cette économie de réseau-là en compte. C'est ça qui est important. Pas plus, pas moins. Il n'avantage pas l'autoconsommation collective, mais il ne la pénalise pas. Et notamment, il est incitatif. C'est-à-dire qu'il est plus vous arrivez à faire correspondre la consommation locale et la production locale, et donc à moins utiliser le réseau amont, plus votre tarif sera favorable et sera bas. D'accord, donc ça c'est le nouveau tarif que vous allez mettre en œuvre à partir de août, ça? À partir d'août, mais le précédent était basé sur le même fonctionnement, mais le précédent était, entre guillemets, un peu prudent sur les économies de réseau. D'accord. On avait dit qu'on le reverrait, et donc là, on l'a revu, et on est un peu plus confiant sur le fait qu'il y a un peu plus d'économie de réseau. Donc, l'équation, le principe est le même, mais l'équation est plus favorable que le précédent. Donc, du coup, on devrait voir apparaître des projets on devrait voir les projets fleurir, alors, si tout va bien. Je n'en sais rien. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Ben ça, mais c'est compliqué. Donc, est-ce que ça suffira? Nous, on est un peu neutre par rapport à ça. On n'a pas favorisé tel ou tel. Après, il y a des questions qui se posent sur faut-il payer les taxes, etc. Mais ça, c'est pas nous, là. Oui, voilà. Je comprends. Voilà. Non, merci. Donc, effectivement, on imagine bien la complexité de votre travail entre les directives européennes, les décrets français et le temps, et c'est des gros enjeux sur des calculs compliqués. Donc, vous devez effectivement y aller pas à pas et y aller de manière itérative, progressivement, en faisant des tests, en voyant comment ça fonctionne, et après, vous corrigez en fonction de la direction que ça prend. C'est vrai qu'autoconsommation collective, on était un peu prudent la première fois. Là, on est allé quelque chose qui nous paraît très bien. Un tout petit mot sur l'Europe. Hein. Les textes européens, ils ne nous tombent pas du ciel. Je veux dire, c'est européen. Donc, tous les textes européens, ils sont validés. La France participe, parmi 27, bien sûr. C'est important. Et nous, en tant que régulateurs, on participe aussi. Il y a des organes de coopération de régulateurs européens. Puis nous-mêmes, on a des positions. Donc, on est à Bruxelles régulièrement. Enfin, avant qu'il y ait tout ça, on avait entre 600 et 700 missions par an, Paris-Bruxelles, pour aller discuter, groupe de travail, etc. Donc, aujourd'hui, c'est en visio. Et donc, on est très présent, très actif pour ce qui nous concerne, nous, dans la régulation secondaire qui est faite à Bruxelles. Voilà, mais le gouvernement français aussi. Donc, c'est pas voilà, en Bruxelles, c'est pas les autres, ça ne nous tombe pas dessus. Oui, c'est un petit peu vous aussi. Voilà, et nous-mêmes pour ce qui nous concerne. Ok, très bien. Tout ce qui est effectivement, donc maintenant, la série de questions qui arrive sur la place du citoyen et des territoires dans le futur système énergétique. Alors, il y a beaucoup de gens qui râlent un peu en disant oui, l'ouverture des marchés en 2007 n'a pas forcément, avec l'ouverture de la concurrence, ne s'est pas toujours traduit par un gain du pouvoir d'achat des Français. Je pense que c'est quelque chose que vous devez entendre régulièrement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces critiques qui sont faites par des gens qui râlent un petit peu, qui disent oui, c'était bien mieux avant quand EDF était en monopole, parce que maintenant que c'est EDF n'est plus en monopole. Non, voilà, c'est comme avec l'euro. Les gens disent oui, l'euro, depuis qu'il y a l'euro, je paye plus cher ma baguette, mais est-ce que c'est la faute de l'euro? Enfin voilà, c'est des sujets un peu compliqués. Alors, je pense que vous devez avoir la question assez régulièrement. Quelle est votre analyse de la situation, sachant qu'il n'y a pas forcément de réponse parfaite à ça, hein. Non, mais chacun a son point de vue personnel. Après, là vous m'entraînez sur des terrains très personnels. Moi, je pense que... Comment dire, je ne sais pas, il y a des choses sur lesquelles j'ai plus de mal à exprimer que d'autres. Il y a beaucoup d'idéologie là-dedans. Bon, d'abord, on prend le gaz, c'est plus simple. Le gaz, ouais. il est 100% importé. Ouais. 99%, parce que maintenant, on vient d'atteindre les 1% de biométhane, on va croître un peu, mais voilà. Donc, c'est un marché mondial. On achète aux Norvégiens, aux Qataris, aux Russes, voilà, aux Algériens, etc. Et puis, il y a beaucoup de GNL, etc. Et le gaz, quand il y a les Chinois ou en Asie, le prix du gaz monte, ben ça se répercute sur le marché mondial. Donc voilà, là-dessus, nous, notre boulot, c'est de faire en sorte qu'on s'est intégré complètement au système européen. Donc ce que je peux garantir aux Français, ce qu'on peut garantir aux Français, c'est que quand le prix du gaz monte, il monte dans toute l'Europe. Là, il est en train de monter. Il a été incroyablement bas il y a 1 an et demi, 12 mois, il était plus bas qu'il avait été depuis 15 ans. Ben là, ça y est, ça remonte parce que la pandémie est finie, ou les gens pensent qu'elle sera finie, l'économie repart, en Asie, ça repart, etc. Et donc, le gaz est en train de remonter. Voilà. Mais ça, je peux garantir ça. Après, sur l'électricité, c'est un peu différent puisqu'on la produit nous-mêmes, on l'exporte. Mais par exemple, le gaz est un facteur important d'électricité parce qu'en Europe, d'autant qu'on est en train de supprimer le charbon quand même à grande vitesse, ça se remplace. Oui, heureusement. Et beaucoup de gaz en intermédiaire, il tourne beaucoup parce que le prix de CO2 a monté énormément. Donc, c'est un facteur, donc ça fait monter aussi les prix d'électricité sur les marchés de gros actuellement. Ouais. Le CO2, si vous êtes
si vous suivez ça, pour ceux qui suivent, pendant des années, le CO2 est à 5, 7, 10 euros, un prix ridiculement bas. Là, ce matin, il est à 57. Ouais. C'était très vite, il était à 25 il y a 6, 9 mois. Donc, d'un certain côté, réjouissons-nous, ça veut dire que le charbon est out et que les renouvelables sont complètement compétitifs de plus en plus et qu'on verra de beaucoup de PPA et que ça va s'accélérer un peu partout. Oui, j'espère. Maintenant, comme le gaz et le charbon contribuent au prix de l'électricité dans la plaque européenne et même en France un peu, notamment le charbon de moins en moins, il est en train d'être fermé. Alors, on verra si ça se traduit parce que là, c'est peut-être un pic, je ne sais pas, mais ça peut se traduire par une hausse, par une hausse du prix. Et là-dessus, c'est des éléments majeurs. Alors, bien sûr, on peut rêver de l'ancien système, un franco-français tout seul, dans lequel il y a le monopole et le gouvernement fixe le prix, ce qui était le système des années 80-90. Oui. Voilà, moi, je pense aussi que ce système-là, honnêtement, il a très bien fonctionné. Ça nous a des réseaux en bon état, un parc nucléaire, on peut dire ce qu'on veut, qui est quand même qui est efficace, qui est là et qui est pas très coûteux. Décarboné. Mais comment préparer l'avenir? C'est ça. 35 ans de moyenne d'âge, il est à 40, il va sans doute aller à 50, mais 50, c'est dans 15 ans. Attention, il faut y aller là. C'est long, ce que je disais au début. Ouais. Donc, honnêtement, l'avenir, c'est du renouvelable. Enfin, on le sait. Et est-ce qu'on peut fonctionner avec du monopole pour développer le renouvelable? Voilà. Moi, personnellement, je pense que pas du tout. Mais là, c'est un avis personnel. Et puis voilà. Oui. On est dans l'Europe. On peut regretter pouvoir sortir de l'Europe. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont cette idée-là. Mais on a signé les traités. Les traités, c'est le système énergétique et concurrentiel. Les réseaux sont en monopole. La production sont en concurrence. Mais ça se traduit par quoi? Ça se traduit par le consommateur a le choix de son fournisseur. Liberté. Ça se traduit par le producteur, le fournisseur est libre moyennant des conditions, mais est libre de s'implanter dans un des pays européens. C'est deux libertés. Liberté de commerce et liberté de choix du consommateur. Après, voilà, on peut beaucoup regretter plein de choses. Mais dans lequel on est, et en plus, je pense qu'il est vraiment très adapté au monde moderne où on va avoir la production décentralisée. On va avoir des ressources dans les véhicules électriques, on va avoir des batteries de tous les côtés, de l'autoconsommation. Enfin, c'est quand même ça le monde moderne. Et voilà, il est incertain. On avait un système stable, certain qui ne bougeait pas. C'est beaucoup plus compliqué. Même pour les consommateurs, c'est compliqué. Honnêtement, se retrouver dans les offres, on le sait, c'est compliqué. Oui, mais justement après c'est des challenges incroyables parce qu'effectivement l'énergie change. Justement, un peu à cause des acteurs, un peu grâce aux régulateurs, un peu aussi grâce à la technologie, parce qu'effectivement, il y a 40 ans, on était inenvisageable de faire des énergies renouvelables parce que c'était des prix qui étaient hors de portée. On voit bien que les énergies renouvelables deviennent de plus en plus compétitives. Le nucléaire coûte de plus en plus cher. On voit les Flamanville, Hinkley Point, etc. C'est des prix qui sont très très élevés, mais qui ont d'autres avantages d'être décarbonés, de produire toute l'année. Donc effectivement, il faut tricoter un petit peu cette stratégie. Au niveau, vous effectivement, c'est pas vous qui faites les lois, mais au niveau, comment vous voyez un peu le futur? Vous dites effectivement le futur c'est l'énergie renouvelable, vous le voyez bien, ça c'est votre intuition, vous le voyez tous les jours dans votre métier, vous voyez que c'est aussi décentralisé sur le territoire, à l'échelle du territoire. Comment vous voyez apparaître effectivement, je sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, comment vous imaginez ce circuit, si vous deviez faire une feuille de route et de nous faire une description, là, j'ai une baguette magique, je vous envoie dans 20 ans, on est en 2041, et vous me décrivez le système énergétique. Comment vous le voyez, vous comment vous l'imaginez? Alors bon, je dirais, en France, la feuille de route, elle est vraiment simple. On a aujourd'hui un peu plus de 10% de renouvelables intermittents, PV éolien. Alors, excusez-moi, est-ce que je peux me permettre parce que les mots sont très importants et je suis désolé de vous couper, je sais que c'est pas agréable dans votre raisonnement. Mais le mot intermittent me fait bondir à chaque fois que je l'entends, parce que intermittent, c'est non prévisible et subi de manière complètement aléatoire. Par exemple, une voiture peut être intermittente si elle tombe en panne de manière imprévisible, alors que les renouvelables, elles ne sont pas intermittentes parce qu'on prévient. Il y a des prévisions météo à plusieurs jours à l'avance et on arrive à anticiper, etc. Donc, il n'y a pas ce côté de mauvaise surprise, on le sait. Donc, du coup, je préfère fluctuant. Et c'est vrai que ça vous paraît peut-être pas forcément
pertinent comme remarque de ma part, mais je pense que les mots sont super importants parce que c'est vrai que souvent les mots, on dit oui, les mots, voilà, du moment que je comprenne, c'est le principal, mais je trouve que le mot est important parce qu'il induit aussi le raisonnement derrière qu'on va apporter, et le fait qu'on dise énergie fluctuante plutôt qu'énergie intermittente, ça permet effectivement de dire ah oui, mais c'est fluctuant, donc effectivement il se peut que ça produise pas forcément au moment où j'en ai besoin, mais ça on peut l'anticiper et on peut trouver des astuces de prix, des astuces technologiques pour pouvoir effectivement compenser ça. Donc, c'est comme, voilà, c'est juste une réflexion que j'aime bien. C'est l'habitude, la force de l'habitude. C'est vrai qu'on ne fait pas attention à ces mots-là. Fluctuant, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on en a 10. 10%. L'Allemagne ou le Royaume-Uni, on sait qu'à 30 ou 40%, un système électrique fonctionne bien, sans difficulté majeure. On rajoute un peu de batterie, de batterie, etc. Ça fonctionne. Et donc, l'orientation, c'est en 2035, de dire en 2035, on sera à 50 nucléaires et donc forcément avec 35-40 de renouvelables. C'est la voie à prendre. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a vraiment aucun souci. Après, faut-il aller plus vite? Je ne sais pas, je ne penserai pas. Après, c'est vraiment incertain. En France, on sait qu'il y a tout un débat actuel. RTE travaille dessus. À la fin de l'année, ils vont sortir un rapport. Faut-il aller à 100%? Peut-on et faut-il aller en 2050 à 100% renouvelable ou pas? Ça, c'est un débat. Nous, on a presque le luxe de se payer ce débat en France. Nous, oui. L'Allemagne et le Royaume-Uni, il y a le nucléaire, mais l'Allemagne, il n'y a plus de nucléaire du tout. Dans un an, ils les ferment. Donc, ils n'ont pas ce luxe-là. S'ils veulent sortir du charbon, peut-être un tout petit peu de gaz, mais sinon, il faudra monter à 60, 80, 90% de renouvelables. Ça, est-ce que ça fonctionne? Dans quelles conditions? Pour l'instant, il y a quand même une grande incertitude. Donc, on voit le grand mouvement sur l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est la façon de passer, de stocker, quand on a un énorme de renouvelables, de stocker, y compris au-delà des batteries qui peuvent stocker quelques heures, parce que sinon, ce n'est pas rentable. Mais tout ça est quand même très incertain. Donc voilà, moi, le monde actuel, en 2041, je ne sais pas, est-ce que la France aura fait le choix de repartir dans du nucléaire, une nouvelle génération de nucléaire, donc d'avoir une base, je ne sais pas à quel niveau, stable, comme le Royaume-Uni l'a fait, ou de partir plutôt comme l'Allemagne, sans aucun nucléaire. Ça, je ne sais pas le dire, hein, c'est une décision politique et qui va y contribuer. Mais en tout cas, dans les 10 prochaines années, il faut développer autant de PV d'éolien qu'on peut, sachant qu'il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de résistance. C'est pas si facile que ça d'aller si vite. Hein, mais là, déjà, c'est clair. On est parti pour doubler le rythme, mais dès la fin de cette année, ça va aller très vite. Hein. Ouais. Oui, ça va être très vite, mais on est en retard là sur les PPE. On est déjà en retard hein, sur les PPE. On devait être à 23, on est à 18, je crois. Donc là, c'est important de mettre les bouchées doubles. Et on compte un peu sur vous, effectivement, pour effectivement rappeler au gouvernement les retards. Parce que c'est vrai que c'est toujours... Non, mais c'est vrai que c'est vous qui êtes en phase 2, donc on vous compte sur vous parce que c'est vrai que nous on le voit. Le gouvernement à chaque fois dit oui, on va améliorer, on va faire des efforts, mais on voit qu'on n'arrive pas à atteindre. On a mis des objectifs qui étaient assez modestes, on les a pas atteints. Mais c'est pas de votre faute. Hein. C'est vrai que parce qu'en fait, on est dans un système où on est assez en retard au niveau énergie renouvelable. Il faut qu'on mette les bouchées doubles. Et on a du mal à trouver le bon angle. Donc après, voilà, il y a de la bonne volonté de tous les côtés. On va y arriver. Mais c'est bien aussi de rappeler qu'on est en retard. Je pense que c'est bien. Alors, juste une petite question par rapport à la réglementation. Par rapport toujours, on est en 2041, là, on est dans 20 ans. Est-ce que vous pensez que tout ce qui est facturation dynamique, ça sera quelque chose de courant avec aujourd'hui en France, il y a quelques mois un nouveau opérateur qui est arrivé, Barry, que je pense que vous avez suivi avec grande attention. Hein, c'est la première fois qu'en France, on a un opérateur qui arrive et qui vend effectivement l'énergie à un prix différent heure par heure, donc qui incite les gens effectivement à moins consommer quand elle est chère. Donc c'est un peu un retour des EJP, des vieux tarifs que vous connaissez effectivement sur des jours très chers, des jours moins chers, où on incite les Français, même les heures pleines, heures creuses. C'est vrai qu'il y a un débat autour de ça, c'est parce qu'on voit qu'effectivement les EJP ont été arrêtés par EDF, alors je ne sais pas si c'est la réglementation. Enfin, ils continuent, ils ne sont plus commercialisés, mais il y a tout un tas de choses qui continuent. Mais on comprend que c'est une certaine logique, on se dit effectivement, surtout avec les énergies renouvelables, on se dit que quand il y a beaucoup d'énergies renouvelables, c'est quand même dommage d'avoir des tarifs négatifs, parce que du coup, c'est une destruction de valeur pour les gens qui produisent l'énergie renouvelable, c'est une destruction de valeur, et puis 2 heures après, on est obligé de mettre en place les centrales à charbon ou gaz pour produire l'énergie, alors qu'elles étaient pas chères. Donc du coup, cette facturation dynamique a certains avantages. Donc ma question, c'est est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va représenter une grande part des marchés, comme c'est déjà dans les pays nordiques, aujourd'hui en Finlande, en Danemark, ça représente une grande part, ou alors est-ce que vous pensez que c'est quelque chose, une offre qui va rester marginale parce que compliquée pour un consommateur, parce que difficile à comparer avec les autres offres? Quelle est votre analyse sur la facturation dynamique? Bon, alors d'abord, il y a une directive européenne qui a été transposée en droit français, qui prévoit que tous les fournisseurs de plus de 200 000 clients doivent
avoir dans leur portefeuille d'offres une offre à tarification dynamique qui reflète donc ces prix horaires. Donc ça, donc là, c'est la CRE qui est chargée de mettre en place et de définir les modalités. Donc là, on est en train d'y travailler. On a fait une consultation publique. Je ne peux pas dire le calendrier, mais dans quelques semaines, on devrait sortir une délibération qui fixe un peu les règles en donnant un calendrier. Donc, ces tarifications dynamiques, c'est quoi ces caractéristiques? La première, c'est quand même une offre et donc une opportunité pour les consommateurs concernés qui peuvent choisir librement, un consommateur est quand même majeur et vacciné, de souscrire une telle offre. Et donc, s'il le choisit et qu'il a la capacité, l'intérêt, la volonté et la capacité de déplacer sa consommation des heures chères vers les heures moins chères, ben, il a un intérêt parce qu'il va voir sa facture par rapport à une offre normale, évidemment, il va voir sa facture diminuer. Pas forcément mois par mois, mais dans la durée, statistiquement, il va voir sa facture diminuer. Donc, c'est une opportunité pour le consommateur. Et le bon côté de la chose, c'est que c'est aussi une opportunité pour le système électrique, hein, c'est ce que Grégory disait, puisque, évidemment, les heures chères, ce sont les heures dans lesquelles on va faire marcher du carboné, on va avoir du mal à assurer l'équilibre. Il y a des heures à 0 €, voire en négatif, dans lesquelles c'est une cata, et donc on a plutôt intérêt à ce que les prix soient plus élevés. Donc, en faisant ça, le consommateur, il aide le système électrique à s'équilibrer. Voilà. Donc, tout ça, c'est que du positif, et c'est pour ça que la directive européenne pousse ces offres-là. Après, vous avez le côté négatif, c'est que le marché est très, très vaste, il y a 35 millions de clients, et si des clients, parce que la communication était mauvaise, parce qu'on les a démarchés de façon trop agressive, parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir le faire et qu'ils ne pouvaient pas le faire, se retrouvent piégés dans ces offres, entre guillemets piégés, alors qu'ils ne s'occupent pas de leur facture, et alors les pointes de prix, parce que voilà, les prix, ça veut dire que s'il y a une pointe de froid, si, comme on l'a craint au moment de la crise Covid, le parc nucléaire français est vraiment en difficulté, les maintenances prennent du retard et qu'il n'est pas là pour l'hiver, vous pouvez avoir pendant plusieurs jours d'affilée des prix à plus de 100 €, 200 €, 500 €. Le cap est à 3000 €. Hein. Et là, si vous, pendant ces heures-là, vous ne pouvez pas vraiment minimiser votre consommation, vous vous retrouvez avec des factures très élevées. Donc, on a, pour ceux qui ont suivi, il y a une crise au Texas oui. dans laquelle il y avait 30 000 clients d'un fournisseur, mais 30 000 sur 25 millions, mais ça fait quand même 30 000 clients qui se sont retrouvés avec des prix à 12 000, 15 000 $ pour un mois donné, parce qu'ils étaient coincés là-dedans et qu'ils étaient au chauffage électrique, et qu'ils n'avaient pas d'autres moyens, parce qu'il faisait moins 15 degrés dehors, il fallait bien qu'ils se chauffent. Donc voilà, c'est toute la difficulté c'est un marché libre, donc normalement, seuls les clients qui ont intérêt à le faire et qui ont la volonté devraient prendre ces offres, ça devrait aller dans le bon sens, mais il y a toujours le risque que certains se trouvent pénalisés. Donc c'est la difficulté dans laquelle on est. De toute façon, il faut transposer, c'est transposé dans la loi, il faut mettre en œuvre, mais il faut des garde-fous, il faut vraiment, le minimum, c'est une communication parfaitement honnête, claire et transparente pour les consommateurs concernés. Voilà, on y réfléchit. En tout cas, sur le papier, c'est très bien, ça va dans le bon sens. Après, est-ce que en 2030 ou 40, ça sera la norme? Il faut reconnaître que les pays nordiques dans lesquels c'est le cas, c'est vrai, ils ont beaucoup d'hydro. Vous avez la Suède, la Norvège, etc. Sur lesquels, je regarde, le prix futur, alors c'était la semaine dernière, il était à 28 €. Hein, le prix base 2022, je pense en Suède, il est à 28 €, enfin, dans le système nordique. Ouais. 55, je ne sais pas quoi, donc... Oui, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est clair. C'est vrai que pour le risque, effectivement, on a tous en tête là, effectivement, le problème qu'il y a eu au Texas. Alors, sans faire de la pub pour Barry, parce que pour l'instant, c'est le seul. Je crois qu'il y a Leclerc qui va arriver avec une facturation dynamique en mois de septembre, et puis tous les autres fournisseurs vont arriver à partir de janvier de l'an prochain. Barry a mis en place effectivement un système de plafond, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne peut pas dépasser 2 fois le tarif conventionné, les tarifs TRV, quoi, les tarifs réglementés français. Ok. Donc, du coup, alors après, pour revenir toujours avec cette facturation dynamique, on a une réglementation que je sais qui m'a fait beaucoup râler autour des énergies renouvelables, parce que j'enviais beaucoup les Américains et les Belges, parce qu'effectivement, là-bas, pour tout ce qui est énergie renouvelable, ils ont le compteur qui tourne à l'envers. Et donc, moi, effectivement, alors,
elle sent bien, elle sent mal? C'est une grande question. Parce qu'effectivement, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est effectivement aux États-Unis, par exemple, si vous produisez plus d'énergie que vous consommez, eh ben, toute l'énergie en trop, vous la envoyez dans le réseau. Et si vous en avez besoin 2 heures après, vous la reprenez et le compteur, ben, il compte dans un sens, il compte dans l'autre, il déduit. Donc c'est quelque chose qui me faisait rêver en tant que jeune ingénieur dans les énergies renouvelables. Et quand je suis allé au ministère à la DGEC pour dire oui, regardez les États-Unis, ça serait super qu'on ait ça en France. Ils m'ont dit, monsieur Lamotte, vous pouvez vous rouler par terre, vous pouvez faire une crise ici, on ne fera jamais ça. Ils m'ont expliqué pourquoi. Et alors le jour, j'étais pas content parce que je dis, qu'est-ce qu'ils me racontent? Pourquoi ils font ça aux États-Unis? Et j'ai mis des années à comprendre qu'ils avaient raison de tenir tête et de ne pas le faire. Parce qu'effectivement, j'ai compris ensuite que le prix du kilowattheure n'a pas le même prix quand il est produit au moment où tout le monde produit, le moment où tout le monde en a besoin. Donc le fait qu'il y ait cette résistance réglementaire nous a fait travailler sur des modèles alternatifs, notamment pour essayer de déplacer les consommations, pour essayer Et alors que les États-Unis, pas du tout. Et donc du coup, la réglementation, c'est un exemple où nous a donné un avantage à la France parce que les États-Unis, ils s'en mordent les doigts d'avoir mis en place ça parce que maintenant, ils peuvent plus faire marche arrière. Ils ont mis un modèle, ça coûte une fortune, les fournisseurs d'énergie ne peuvent plus investir. On voit PG&E en Californie qui est au bord de la ruine, parce qu'effectivement, ce modèle leur coûte très cher, et ils se disent, mais si on change la réglementation maintenant, on va mettre au chômage les gens qui sont dans la photovoltaïque, parce qu'ils ont pris un peu cette habitude d'utiliser le réseau comme une batterie infinie et parfaite. Donc là, on voit bien l'intérêt de la réglementation française qui nous a fait gagner un coup, de pas se perdre dans une. Mais c'est pas forcément facile à expliquer. Donc je trouve que cette histoire, elle est assez instructive parce que ça permet de montrer un petit peu le rôle de régulateur pour dire voilà, il y a des choses qui sont raisonnables, et il y a peut-être des choses qui vous semblent une bonne idée à court terme, mais qui vont nous emmener dans des pièges à long terme. Mais je trouve que c'est important d'y aller. Et donc pensez-vous que au-delà de cette facturation dynamique au niveau de l'énergie que les gens vont acheter, pensez-vous que dans un futur, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura aussi un tarif différent pour les gens qui produisent et qui sont, par exemple, sur un bâtiment, ils produisent de l'énergie? Est-ce que vous pensez que le réseau va dire j'ai besoin d'énergie, donc je suis prêt à acheter à 20 centimes le kilowattheure parce que j'en ai besoin, et puis 2 heures après dire non, c'est bon, j'ai les éoliennes qui tournent au large, j'ai beaucoup de production d'énergie, votre bâtiment, vous voudriez vendre l'énergie au réseau, mais moi j'en ai plus besoin et je vous l'achète à zéro, voire à un prix négatif? Est-ce que vous pensez que cette dynamique entre l'injection dans le réseau et le soutirage qu'on voit arriver au niveau de la facturation dynamique pour le soutirage, ce qui va exister au niveau de l'injection, et qu'il y aura un prix qui va comme un marché, qui va s'équilibrer en fonction de l'offre et la demande. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui peut arriver dans les années qui viennent? Honnêtement, je ne pense pas trop. Mais il faut me tromper complètement. Mais quand vous êtes un producteur, vous avez un souci au niveau de votre investissement. Vous devez investir des sommes importantes. Et puis c'est upfront. Et vous devez financer ça avec vos banquiers. Enfin, vous savez bien, tout le monde sait bien ça. Et donc, vous ne pouvez pas aller voir votre banquier en lui disant moi, je vais prendre le prix du réseau, un coup 20 euros, un coup 100 euros, un coup moins 10, un coup 500. Et voilà mon business plan. Honnêtement, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez toujours avoir besoin d'une contrepartie. Alors, le PPA en question, parfait si vous avez quelqu'un, mais je ne sais pas comment est fait le PPA dont vous parliez à l'instant, mais je pense qu'il y a un prix garanti, un prix fixe, parce que du coup, ça permet de sécuriser le financeur. Et lui, derrière, il va voir son banquier et voilà, il a une empreinte de contrepartie, mais au-delà de ça, ça fonctionne. Donc, pour la production, je ne pense pas que ce soit un modèle viable de dépendre trop du prix variable et de manière générale du prix de marché. D'accord, ok. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous, on travaille surtout sur la partie autoconsommation individuelle. Et aujourd'hui, il y a un tarif de rachat de surplus qui est de 10 centimes, donc qui est assez généreux, hein, mais c'est une forme de subvention. Et ça ne va pas durer non plus pendant encore 30 ans. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il y aura un moment donné où ça va se mettre en place. Donc, du coup, cette énergie va être produite, non consommée. Et donc, du coup, les bâtiments vont devoir se poser la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la consomme sur place ou est-ce que c'est mieux de la vendre au réseau qui en a peut-être besoin à un certain moment donc, c'était un petit peu par rapport à ça que je posais la question, de savoir si… Non, c'est une chose de vendre, d'avoir un système soit en obligation d'achat, soit en PPA, dans lequel votre vocation, c'est de produire et d'exporter sur le réseau et de vendre. Que ce soit acheteur obligé au EDF, obligation d'achat, ou que ce soit en PPA. Chose d'être sur l'autoconsommation et donc d'exporter sur le réseau vos résidus. Donc là, vos résidus, il faut trouver quelqu'un à qui vous allez le vendre, effectivement, et c'est quelqu'un, mais il va sans doute vous le facturer, enfin vous le payez la valeur horaire de chaque heure. Et ça, c'est très bien parce que ça va vous inciter, vous, à optimiser et, le cas échéant, à gérer votre consommation de façon intelligente, plus consommer quand ça ne vaut rien, etc. Ou à vous équiper de batterie, ou à faire tout ce qui va bien, ou à utiliser pour le véhicule électrique. Donc, c'est pas pareil. Bon, après, est-ce que l'autoconsommation demain sera rentable et n'aura plus besoin de soutien? J'espère bien. Moi aussi.
quand on voit, si jamais les pentes quand même d'augmentation un peu des prix de l'électricité continuent, à force, le PV baisse, les batteries baissent, les tarifs augmentent, donc ça va devenir rentable sans subvention. Donc, ce sera à vous de gérer après votre surplus au mieux. D'accord, ok. En parlant d'augmentation du prix, comment vous les imaginez, vous? C'est quoi l'hypothèse? Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y en a qui disent, oui, ça va prendre 2% par an, d'autres, ah non, ils pensent que c'est plutôt 5% par an. C'est quoi, vous, sans que ce soit enfin, intuitivement, avec 20 ans de recul, par rapport à tout ce qui se met en place, avec les lois européennes, le prix du carbone, je pense que les taxes vont forcément augmenter parce qu'effectivement, la mobilité va devenir électrique. Et effectivement, tout ce que l'État ne va pas pouvoir récupérer sur la partie pétrole, parce que c'est vrai que les voitures ne vont plus rouler sur les routes en passant à la pompe à essence, donc c'est milliards par jour qui ne sont plus taxés par mois par rapport aux taxes sur le pétrole. Il faudra bien les prendre ailleurs. Donc je pense qu'effectivement, les taxes vont forcément augmenter. Les transports du courant, RTE a annoncé qu'effectivement, il y avait des augmentations qui allaient de 2% par an, je crois, dans les 10 prochaines années, parce que les réseaux doivent être renforcés. Il y a des travaux de rénovation. On a un très, très bon réseau en France. Il y a très peu de coupures. Il y a une bonne sécurité. Mais c'est un coût. Hein. Enfin, personne ne rase gratis. Donc, vous, si vous deviez faire une simulation à titre perso, pour vous, hein, sans engager la Creux, si vous dites, tiens, je vais faire mon petit business plan, est-ce que ça vaut le coup de mettre des panneaux solaires chez moi ou pas, combien vous prendrez comme hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie, indépendamment de l'aspect politique, hein, c'est juste j'appelle un peu l'expert qui est… Non, mais moi, j'ai envie de vous suivre un peu sur le fait qu'il y a plutôt une tendance à la hausse, pour les raisons que vous évoquez. Après, sur les taxes, l'électricité est déjà beaucoup taxée. C'est quand même plus du tiers de la facture, c'est-à-dire sur la partie 54% en plus dans les taxes. Donc, je ne sais pas si on pourra aller beaucoup au-delà, quand même. Ça, je sais pas dire. Sur le prix du réseau, il y a beaucoup d'investissements, c'est vrai. Là, pour les 4 prochaines années, on est sur des hausses qui sont en gros l'inflation, plus 0,3, quelque chose comme ça. Mais donc, on n'est vraiment pas loin de l'inflation. C'est vrai qu'à plus long terme, je ne sais pas. Tant qu'on est en période de taux bas comme aujourd'hui, là, on peut investir beaucoup et il n'y a pas une rémunération importante derrière parce que c'est beaucoup de capital, hein, les réseaux. Donc, on peut limiter les hausses. Mais après, si les taux remontent, tout ça va se voir. Donc, et après, sur les prix, parce qu'il y a quand même un gros tiers aussi, en gros, le réseau, c'est un petit tiers, les taxes, un gros tiers, et l'électricité et le commerce, c'est un gros tiers aussi. Ouais. Mais sur ce dernier gros tiers, là, je ne suis pas Madame Soleil. Sinon, et puis si je savais prévoir, je serais trader et je serais très, très riche. Donc, non, c'est imprévisible. Il y a 2-3 ans, le carbone était à 7 €. Enfin, il y a 6 mois, il y a 1 an, il était à 25. Aujourd'hui, il est à 57 ce matin. Ouais. Donc, qui pouvait prévoir ça? C'est totalement imprévisible. Peut-être que demain, il sera à 100 ou il sera à 30, j'en sais strictement rien, ou qu'il va stabiliser à 50 pendant… Non, donc c'est dur. Ouais, donc, du coup, là-dessus, je peux vraiment pas m'engager. Personne ne le sait. Il y a des gens qui disaient beaucoup, oui, mais regardez, le renouvelable, il a un coût marginal nul. Donc, plus on va mettre, plus ça fera baisser les prix sur les marchés. Bon, pas du tout. On voit plutôt l'inverse actuellement. Donc, on ne tiendrait pas sur ce terrain. Ok. Non, c'était juste une question. C'est vrai que c'est des questions qu'on a tous les jours, nous aussi. Et c'est vrai qu'on est un peu, on ne sait pas trop comment y répondre. Alors, vous, si demain, effectivement, vous dites tout à l'heure que vous étiez, effectivement, vous n'étiez pas le gouvernement, mais si demain, vous étiez le ministre en charge de l'énergie, quelles sont les mesures que vous aimeriez, que vous prioriseriez? Alors, tout ça n'a pas été préparé du tout. Hein, non, mais c'est juste comme ça. C'est des questions difficiles. Non, mais voilà, c'est une ère bienveillante. Vous dites, voilà, vous avez 20 ans, vous avez la chance d'avoir vu plein de choses. Et vous dites, tiens, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il manque des choses pour voilà, il manque parce que tout est en place quand même. On sent qu'il y a, voilà, c'est comme si on avait tout préparé. Il manquait plus que quelques petites. Quel conseil vous donneriez? Vous voyez, vous croisez le ministre et il vous dit, bah tiens, j'en sais pas trop quoi faire. Par quoi on commencerait de manière bienveillante, sans faire de politique, hein, sans… Moi, j'aurais pas une mesure phare comme ça. J'ai pas assez d'idées larges et ça serait compliqué de toute façon. Mais par contre, j'aurais plus un état d'esprit. Oui. J'essaierai d'insuffler à mon administration et en prenant la parole de manière générale. Le secteur de l'énergie se transforme très vite partout dans le monde. Il faut que notre système soit accueillant à l'innovation. Il faut tout faire par exemple, il faut tout faire pour que les données de consommation fine qu'on peut avoir maintenant avec les compteurs évolués, l'électricité, elles puissent être utilisées facilement. Il y a des arbitrages complexes parce que oui, il faut protéger la vie privée des gens, etc. Mais
jusqu'où il faut aller. On a peut-être aujourd'hui un système qui freine trop l'utilisation, ne serait-ce que par Enedis d'ailleurs, des données de consommation, même pas par les fournisseurs. Sur la mobilité électrique, on sait qu'elle va se développer très vite. Il faut expérimenter, il faut autoriser ce qui peut permettre d'avoir des services innovants pour que vous ayez, comme ça commence à se développer, mais on ne voit pas encore en France, des applis super simples dans lesquelles vous mettez votre bagnole à disposition du fournisseur, etc. Puis vous avez une petite incentive, vous gagnez à la fin du mois quelque chose sur votre facture. Tout ça, il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas que toute la chaîne soit tellement rigide dans l'ensemble du système. Et bon, c'est compliqué parce que ça peut bousculer un certain nombre de principes ou d'habitudes qui sont prises. Ouais. Donc, il n'y a pas de grandes mesures, de grands soirs, hein, je ne pense pas. Oui, non, mais c'est important déjà. C'est pas des grandes mesures, mais c'est être accueillant à l'innovation, c'est important. La mobilité électrique, la facilité, parce qu'effectivement, vous avez dit effectivement que des fois, pour l'innovation, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a quand même plein de monde, il y a plein de réglementations qui s'empilent et qui ne simplifient pas. Donc, du coup, au niveau simplification, est-ce que vous avez des idées sur la partie simplification? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez, des chantiers de simplification que vous aimeriez voir mener sur certains sujets, que vous regrettez actuellement? Vous, c'est vrai que vous devez, enfin, vous disiez tout à l'heure que vous travaillez dans des conditions qui sont assez compliquées parce que c'est un secteur qui change beaucoup et vous avez des milliers de réglementations à appliquer avant de lever le petit doigt. Donc vous avez rappelé tout à l'heure qu'à chaque fois qu'on vous avez attaqué, vous avez gagné. Ça veut dire que vous maîtrisez bien ces textes-là, mais vous êtes le mieux placé en France pour nous dire ce qui est lourd, ce qui est adapté et ce qui devrait le simplifier, peut-être. Bon, alors, d'abord, un système électrique moderne à l'échelle d'un pays comme la France, il est compliqué. Donc, ça, c'est malheureusement, vous ne pouvez pas avoir des trucs, ah non, tout ça, c'est trop compliqué, je vais faire un truc tout simple. Si vous faites un truc tout simple, vous allez faire des énormes conneries. Pardon. Ouais, c'est clair. Ça, il faut accepter de vivre cette complexité-là. Il faut évidemment essayer à chaque fois qu'on peut de la limiter, et surtout pas en faire pour le plaisir, parce qu'on est tous on a beaucoup autour de nous d'ingénieurs, des gens brillants, calme, mais malgré tout, il y a un degré de complexité important. Mais non, mais la simplification numéro 1, c'est le développement des renouvelables. Mais ce n'est pas la simplification qui est compliquée, c'est les arbitrages. Qu'est-ce que vous faites avec les idées artificialisation des sols? Oui, mais si vous voulez faire du PV, je suis désolé, il faut accepter de consacrer peut-être quelques milliers de kilomètres carrés, je ne sais pas, un maximum, mais sur 550 000 qu'on a en France, ben, il faut accepter de mettre du PV, peut-être intelligemment, en laissant les brebis brouter l'herbe dessous, je ne sais pas. Mais si vous n'acceptez pas ça et qu'à côté de ça, vous dites je vais faire transition énergétique, etc., vous n'êtes pas crédible. Ben oui, ça va dénaturer les paysages et oui, les trucs sont de plus en plus hauts parce que c'est de plus en plus efficace, etc. Mais comment vous faites pour doubler les volumes? Donc il y a des. Et aujourd'hui, ça se traduit par des règlements hyper complexes, des freins de développement des renouvelables, des contentieux de tous les côtés qui parfois durent. On a des cas, mais c'est des cauchemars. Quand on regarde après coup les appels d'offres d'il y a 5-6 ans, ils sont encore en train de. Pour certains, heureusement, c'est pas tout le pays, mais dans certains cas, il y a des trucs au bout de 8 ans, le contentieux n'est pas terminé avec tous les trucs. Donc, après, du coup, les développeurs, quelque part, là-dedans, ils intériorisent ce risque. Et donc, ça veut dire que les coûts aussi, donc la dépense pour l'État, elle est plus élevée que ce qu'elle serait si le système était plus simple. Donc, il y a des gros efforts qui sont faits, le gouvernement essaie. À côté de ça, c'est pas une simplification, c'est un enjeu d'arbitrage. Il faut faire des choix et ben voilà, c'est pas facile. Hein. J'avoue que c'est pas facile. Okay. On n'est pas à leur place. Hein. Oui, c'est clair, c'est clair. Alors, on arrive à la fin, il reste plus que 3 minutes. Une dernière question qui est un peu une question un peu traditionnelle sur le Commode TV, c'est par rapport à vos convictions que vous avez par rapport à votre métier autour de l'énergie, que vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a une conviction que vous avez qui pourtant est très peu partagée par votre entourage? Et vous dites, vous êtes convaincu de quelque chose, et à chaque fois que vous abordez l'idée, vous vous rendez compte que les gens, c'est pas simple pour eux de le comprendre, que c'est un peu abstrait ou que c'est un peu difficile d'aller dans votre sens. Et pourtant, vous en êtes sûr que est-ce qu'il y a des choses comme ça qui... Alors, on peut élargir au niveau, pas forcément que de l'énergie, ça peut être au niveau de la en tant que Français, en tant que citoyen, des choses qui vous étonnent. Qui dit mais pourquoi les gens n'ont pas compris ça, quoi? C'est une question qui est pas évidente, hein, mais est-ce que vous pouvez ne pas avoir ce genre de questions? Non, moi je vais rester très, très bêtement sur mon terrain. Non, ce qui me frappe, mais c'est factuel, hein, c'est ni négatif ni positif, c'est l'attachement
des Français, mais bon, c'est rien, de beaucoup de gens autour de moi, parce que je ne veux pas généraliser, hein, au monopole et au service public d'électricité. Et dans sa vision, mais pourquoi on a cassé le monopole? J'entends ça beaucoup souvent. Pourquoi on veut casser le monopole? Pourquoi ça marchait bien, c'est bien? Et quelquefois, je leur dis, et quelquefois ça fait tilt, mais le consommateur, le monopole, c'est juste l'absence de choix. Vous êtes là, ben votre fournisseur, c'est forcément le même, vous n'avez pas le choix. Et si vous n'êtes pas content du service, etc., ben c'est comme ça, et c'est lui qui a le pouvoir et pas vous. Et donc, là, le système, il a peut-être plein de défauts, tout ça, mais en tant que consommateur, vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Mais vous êtes content, vous restez. Enfin, et puis vous-même. Oui, bien sûr. C'est une forme de liberté. Ouais. Vous êtes parfaitement libre, mais c'est juste que vous avez quand même plus de pouvoir, plus de liberté, plus de choix. Et voilà. Les gens, souvent, ils font ah, ben tiens, j'avais juste jamais réfléchi à ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est assez étonnant. Mais rien contre EDF, hein, du tout. Mais c'est. Non, mais c'est naturel, c'est quelque chose de naturel. C'est dans notre pays. Ah, oui, et voilà, quand on discute avec les décideurs, tout ça, au Parlement, c'est très, très, très imprégné, très profond. Genre, une étiquette, entre guillemets, libérale, économiquement ou pas. Hein. C'est vraiment très, très, très ancré. Et c'est juste, voilà, c'est juste une question de liberté de choix qui est quand même un point. Et ça, les gens ne réfléchissent pas comme ça. Quand on leur dit ça sans aucune agressivité ni rien, on sent un petit. Oui. D'accord. Merci beaucoup Dominique, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ces échanges, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai appris plein de choses. Merci. Et ça m'a fait mettre un visage à ce que c'est que ce régulateur et merci beaucoup pour ce que vous faites. Et puis on espère que effectivement vous aurez l'opportunité de nous aider à développer ces énergies renouvelables comme vous l'avez démontré dans votre parcours. Ouais, c'était un plaisir pour moi. Merci, beaucoup apprécié. Merci. Au revoir Dominique. Au revoir. Au revoir.